Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Nous allons reprendre cette journée, ces premiers états régionaux de l'inclusion, ce colloque qui nous occupe, et cet après-midi sur le thème de l'emploi et de la formation. Comme vous pouvez le constater, je suis très bien entourée de jeunes hommes fringants, dynamiques. Et donc, nous allons vous les présenter les uns après les autres, si vous voulez bien, autour de cette table ronde qui va se dérouler sous forme vraiment de discussion et d'échange pour mieux comprendre aussi comment la diversité dans l'emploi, comment l'accompagnement à la formation s'intègre depuis un certain temps dans l'entreprise. Alors, à mes côtés, à ma droite, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Xavier Capron. Alors, ils sont assez taquins, là, ça commence bien, hein, Xavier Capron, qui est donc dirigeant de DECA France. Prenez le micro, s'il vous plaît, sur la table. Et on va vous demander juste d'expliquer ce qu'est DECA France. Bonjour. Donc, DECA France est une entreprise de propreté multirégionale qui intervient sur beaucoup de régions françaises, sauf la région PACA et centre de la France. J'en dirige une partie, le nord de la France, je descends jusqu'en Vendée. Mon équipe est constituée de 4000 collaborateurs. Ce sont des personnes qui interviennent dans les locaux pour l'entretien des locaux, en horaire décalé et à temps partiel. Alors ce sont des métiers dans la propreté qui supposent quelle formation ? Alors les métiers de la propreté, c'est pour la formation en général, pour ceux qui sont à Pôle emploi, on leur demande ce qu'ils veulent faire et puis on leur dit au mieux vous arriverez à faire du ménage. Donc on a des gens qui viennent de tous horizons, de tout horizon, et qui s'intègrent dans nos équipes. Alors on a des méthodes d'intégration pour accueillir des personnes de différentes ethnies, on peut parler comme ça, ayant ou pas différents handicaps. Donc on a tout un processus d'intégration de ces personnes-là. On a des agents de maîtrise qui ont été formés pour accueillir et mettre en poste les salariés. Qui sont de l'ordre de combien, vous nous avez dit ? Moi je fais 4000 payes par mois. Donc dans toute la France ? Une partie, oui. Une partie. Basée aussi en Picardie ? Oui, basée en Picardie. En Picardie, on doit avoir 300 salariés. Alors justement, est-ce que ce vocable d'inclusion, pour vous, ça vous dit quelque chose, ça vous parle ? Alors nous, on parle plus d'intégration que d'inclusion. On est une entreprise, donc les entreprises ont des obligations sur l'intégration de certaines catégories de personnes. On a une obligation d'avoir 6% de nos effectifs de travailleurs handicapés. Dans ce cadre-là, on a monté des conventions avec la GFIP il y a quelques années de ça. On était la première entreprise de propreté à signer une convention avec la GFIP ça devait être en 2000-2001. La GFIP nous a accompagnés. Dans notre profession, on a un fonds d'aide au recrutement et à l'emploi qui finance des programmes aussi au travers d'une démarche qui s'appelait Oasis à l'époque, qui était aussi une démarche de formation à direction des encadrants pour l'accompagnement des personnes en difficulté. Alors, les personnes en difficulté chez nous, ce n'est pas forcément des personnes handicapées, ça peut être des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en souffrance sociale. Donc on a formé l'ensemble de nos équipes à pouvoir d'abord identifier, recruter, intégrer et accompagner professionnellement le collaborateur dans notre entreprise. Alors justement, ces salariés, ces effectifs, à quelle évolution peuvent-ils prétendre ? Alors là, ça dépend essentiellement de la capacité de la personne. On a des modules de formation dans notre entreprise. J'ai autour de moi j'ai une directrice qui a commencé comme agent de service, c'est-à-dire femme de ménage. Donc elle a eu un parcours, alors ça ne s'est pas fait en 6 mois de temps, ça s'est fait sur plusieurs années. On a des chefs d'équipe qui deviennent agents de maîtrise. On a donc une possibilité dans notre profession, comme c'est une profession qui n'a pas une forte, on va dire une belle image, on n'a pas beaucoup de formations existantes au travers de l'éducation nationale, il y en a très peu.
Donc on est obligé de prendre dans nos équipes les gens et de les faire progresser. Donc voilà, on a des programmes de formation, on a un budget formation qui est bien au-dessus du budget obligatoire. Et dans ce cadre-là, le collaborateur, la personne évolue au fil des postes tranquillement et en fonction de sa capacité peut évoluer jusqu'à un poste de cadre. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter ? Alors oui, on a des difficultés à recruter. Je ne sais pas s'il y a des gens de Pôle emploi ici, mais s'ils peuvent lever la main. On a d'énormes difficultés à recruter. Alors ça dépend des pôles emploi. Il y en a qui sont performants, d'autres qui ne le sont pas. C'est comme dans les entreprises. Il y a des entreprises qui sont performantes et d'autres qui ne le sont pas. On a d'énormes difficultés. Alors moi j'ai été président pendant 7 ans d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui est basé à Amiens, qui prend des gens, même chose, éloignés de l'emploi, soit handicap, soit social, et qui remet les gens au travail au travers d'un parcours de formation qui dure entre 18 et 24 mois et qui met à disposition des entreprises de propreté les salariés. Et à la fin, le salarié est embauché avec un taux d'embauche de l'ordre de 85 ou 90%, donc un fort taux d'embauche. Donc c'est une de nos sources, passe par les groupements d'employeurs. Et puis après, le restant des embauches, c'est bouche à oreille, c'est la sortie des écoles, franchement c'est n'importe quoi par moment. On a réellement des grosses difficultés à trouver. On n'est pas dans un métier qui est porteur, et les gens qui viennent chez nous, en général, viennent chez nous par défaut. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot ailleurs, et donc ils viennent chez nous parce qu'à un moment, il faut quand même travailler pour se nourrir, et donc ils arrivent chez nous comme ça. On fait une pause avec vous, Monsieur Xavier Capron. Merci d'avoir déjà pris cette première prise de parole. Je me tourne vers vous, Antoine Ferchaud. Je continue avec vous. Merci d'être là également. Alors, vous êtes dirigeant de Saison. Qu'est-ce que c'est que Saison ? Présentez-nous l'entreprise. Alors, saison, déjà, c'est un terme en langue picarde qui veut dire une saison. Donc, nous sommes traiteurs locavores et puis, dans quelques mois, restaurateurs. C'est-à-dire que l'on favorise les circuits courts. Donc on favorise les produits locaux et surtout les produits de saison. On évite les champignons de Pologne, les haricots verts du Kenya, les fraises en hiver, etc. On essaye de faire travailler nos producteurs locaux et d'offrir à nos clients des produits sains, puisque si les produits viennent d'à côté, il n'y a pas de pesticides, pas de conservateurs, il y a une fraîcheur. Et on exerce cette activité, ce métier de la restauration, sous forme d'entreprise d'insertion. Donc on embauche en cuisine essentiellement des personnes éloignées de l'emploi. Alors, depuis quand ? Vous êtes basé où ? Donc nous sommes basés à Nogent-sur-Oise, c'est dans le bassin creillois, et on a ouvert depuis 3 ans l'activité de traiteur, et là on prépare l'ouverture du restaurant. Et alors, donc, ces personnes sont de l'ordre de combien et qu'est-ce qu'elles font dans l'entreprise ? Donc on est maintenant une équipe de 10 personnes. Donc les personnes éloignées de l'emploi, comme son nom l'indique, c'est des personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Alors pour des problématiques très différentes, ça peut être des problèmes pour des jeunes de formation, ça peut être pour des personnes issues de l'immigration de Français. On a une dame qui est mariée à un aviateur de la base de Creil, qui est éthiopienne, qui ne parlait pas un mot de français quand elle est arrivée. Nous... on l'a intégré, et puis maintenant ça se passe très très bien. Ça peut être des problèmes pour des femmes qui ont été mariées pendant 35 ans, qui ont divorcé, qui se retrouvent dans l'obligation de travailler. Quand on n'a pas travaillé pendant 35 ans, qu'on a été mère au foyer, c'est pas encore valorisé sur le CV, et donc la problématique de recherche d'emploi est très difficile. Donc là, ça peut être une autre problématique. Et puis c'est des problèmes aussi d'addiction. En Picardie, pas mal d'addiction à l'alcool, et puis des problématiques aussi de petites erreurs de jeunesse ou pas de jeunesse, et donc il y a des gens qui viennent finir leur peine avec un bracelet. Le restaurant fonctionnera sur le même mode ? Oui, c'est vraiment sur le même mode, donc c'est l'homme qui est au centre de notre projet, que ce soit le producteur, le salarié ou les fournisseurs, donc locavore et d'insertion. Et ça nous permettra donc d'offrir des postes en salle et en cuisine de restauration, puisque la restauration, c'est un secteur vaste, avec des segments particuliers, actuellement traiteur, et puis demain la restauration. C'est un secteur qui est très intéressant aussi pour l'insertion. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui ne demande pas de diplôme.
et des secteurs qui ne demandent pas de diplôme, il y en a de moins en moins. Hein, donc je vous parlais de la base de Creil. Avant, il y avait l'armée on ne savait pas quoi faire. Mais même maintenant, il faut avoir le bac pour être embauché et engagé dans l'armée. Et autre aussi aspect spécifique à la restauration, peut-être un peu différent du nettoyage, c'est qu'il y a des véritables quand même plans de carrière, c'est-à-dire qu'on commence au bas de l'échelle, on peut évoluer dans des grands groupes, on peut évoluer en créant sa sandwicherie, son petit restaurant, donc il y a vraiment des potentialités, et il y a des gens qui réussissent dans le secteur, et comme moi-même, qui suis autodidacte, et donc ça c'est un élément très motivant pour les personnes. C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme, c'est pas parce qu'au départ on a des difficultés en français ou autre qu'on ne peut pas y arriver en restauration. Alors parlez-nous précisément de ces 10 personnes que vous accueillez. Comment cela se passe pour elles? Quel cheminement, quel parcours vous leur apportez? Ça se passe très bien. Donc en fait, quand elles arrivent, quand les personnes arrivent, d'abord elles nous sont... elles viennent soit par le bouche-à-oreille maintenant au bout de 3 ans, soit par les associations, beaucoup, Pôle emploi, mission locale. On identifie en fait les problématiques. On a une personne dédiée à ça. Et puis en fonction des problématiques, eh bien, on construit un parcours pour essayer, autant que faire se peut, de résoudre ces problématiques. Et donc on oriente les personnes vers les associations référentes en fonction de leurs problématiques. Alors, un exemple concret, notre premier commis de cuisine, qui était jeune, avait moins de 30 ans, il en était à 2 bouteilles de rhum par jour, donc il avait un petit problème avec l'alcool, il avait perdu son emploi, etc. Donc on l'a amené à réfléchir là-dessus, parce que c'est pas évident d'en prendre conscience. Il est allé voir un médecin spécialiste pour l'alcool, après il est allé voir une association, et cette association, petit à petit, l'a amené à faire une cure. Il a fait cette cure, ça a très bien marché. Et il est aujourd'hui second, donc c'est en dessous du chef, un second de cuisine au château de Chantilly. Parlez-moi du fameux 4-16-4. Qu'est-ce que c'est? Un 4-16-4, c'est en insertion, on embauche les personnes en CDDI de 2 ans maximum. Donc c'est un emploi tremplin. L'objectif de l'insertion, c'est pas de les embaucher, c'est de les réinsérer. Donc dans l'idéal, ça serait qu'ils puissent partir le plus rapidement possible. Dans la pratique, c'est différent. En fait, on a monté un parcours de 4 mois. C'est 4 mois, on intègre, d'intégration, pour voir si la personne peut s'intégrer, puisque l'entreprise d'insertion, c'est la dernière marche vers l'emploi pérenne. Donc, il faut répondre à certains critères. On a des exemples. Il faut savoir respecter certaines règles. Nous, en restauration, on a des uniformes, on a des règles d'hygiène à respecter. Donc, c'est pas toujours facile pour certaines personnes. Donc, j'explique que là, j'avais un jeune qui était très motivé par l'équipe de foot de Marseille. Je lui ai dit, tu vois, quand ils rentrent sur le terrain, ils ont tous le même maillot. Hein, et t'en as pas un qui rentre avec un maillot différent. Nous, c'est pareil. Il y a un bob à mettre sur la tête, il y a un uniforme à mettre, il faut le mettre. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça. 16 mois, c'est l'approfondissement du métier, donc avec les encadrants techniques, savoir faire le métier de restauration, commis de cuisine. Et puis surtout le travail sur les problématiques sociales. Ça permet aussi de rassurer la personne. Pendant 16 mois, elle est sûre d'être embauchée, payée. Et puis, on a arrêté à 16 mois parce que c'est vrai qu'il y a une petite tendance on se sent bien dans l'entreprise d'insertion. On n'est pas choyé, mais on est accompagné. On est plus tolérant sur un certain nombre de règles. Donc, les gens se sentent bien. Mais là, il faut leur mettre un petit coup de clairon pour leur dire attention, vous avez à réintégrer dans quelque temps une entreprise classique. Et donc, il faut y penser. Et puis ces 4 derniers mois, c'est justement si on n'a pas réussi à réinsérer, il y a encore un petit filet avant le grand saut. Dernière question vous concernant, vous avez même quelqu'un qui a créé sa propre entreprise, visiblement. Oui, alors effectivement, moi j'ai toujours été entrepreneur, dès la sortie du service militaire, ça existait à l'époque. Et donc je suis toujours motivé à aider les personnes. Et donc c'est vrai que là on a 2 personnes, une personne handicapée puis une personne
à difficultés sociales qui sont en cours de création de leur entreprise, et on les accompagne et on est très motivés. Et puis on a les armes et les éléments et les informations pour les aider à réduire le risque de cette aventure. Bravo à vous. Merci beaucoup, Fabrice. Vous pouvez en effet donner le micro à Fabrice Faradèche, cette fois, le directeur de la blanchisserie centrale à Soissons. Présentez-nous également votre structure. Bonjour. La blanchisserie centrale est une entreprise d'insertion similaire à celle d'Antoine Ferchaud, Saison. Elle a été créée il y a 6 ans à Soissons. C'est une blanchisserie industrielle spécialisée dans l'entretien du linge des résidents de maisons de retraite et dans les établissements médico-sociaux, donc y compris ceux du handicap, les MAS et autres. Nous avons démarré cette entreprise-là sur un projet social comme celui d'Antoine qui place l'individu de toute façon au cœur de l'entreprise. Ça ne s'est pas fait sous un schéma associatif ou collaboratif pour des raisons de financement et d'investissement, parce que c'est toujours très compliqué à trouver. L'important était de se dire on crée de l'emploi, on voulait créer des emplois pour des individus qui en sont éloignés. Comme Antoine, ça m'a pris, après des aventures lorsque j'étais jeune militaire, de faire de l'humanitaire et du solidaire. À partir de ce moment-là, je me suis dit que chaque individu méritait d'être aidé et accompagné pour pouvoir rebondir et trouver sa place dans la société. Ce qui fait qu'effectivement, après des périodes d'intégration dans l'entreprise, on vise surtout l'insertion sur le marché de l'emploi durable, classique, pour qu'un salarié intègre un emploi d'ouvrier qualifié, si possible, dans une entreprise et si possible dans une industrie pérenne. L'entreprise a 5 ans, compte 50 salariés, et vous n'aimez pas le terme de milieu protégé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on accueille des salariés pour les intégrer sur le milieu de l'emploi dit classique. Donc, pour moi, un employé de blanchisserie, comme l'aurait dit tout à l'heure Xavier, c'est vrai qu'on a l'opportunité d'accueillir un individu. On n'est pas là pour rappeler qu'on fait un métier qui peut être moins valorisant, puisque je vous laisse imaginer ce que peut être l'entretien du linge. On fait ce qui est la même chose qu'à la maison, avec des individus qui peuvent être grabataires. Donc le tout étant de valoriser l'individu pour qu'il puisse, lui, se positionner dans une activité, je dirais, reconnue, avec un réel champ de compétences. Et c'est la raison pour laquelle on ne veut surtout pas en faire un espace fermé, un espace protégé, et pour lequel on invite beaucoup nos salariés à rentrer dans les milieux des maisons de retraite, de façon à ce qu'ils découvrent également d'autres métiers que celui de la blanchisserie auprès du soin de la personne. Alors pour vous, l'insertion et surtout le terme l'inclusion, il se manifeste comment? Sur le savoir-être avant le savoir-faire aussi? Oui, inclusion pour moi quand je l'entends, c'est vraiment l'opposition d'exclusion. L'exclusion par rapport à une vie ou un système de vie qui devrait être défini et normatif. C'est vrai que l'inclusion pour moi de l'individu, elle doit se faire dans la société. C'est là qu'a sa place, puisque chacun, je veux dire, pour bien vivre, doit côtoyer un maximum de personnes, d'individus. L'inclusion, elle est sociale, elle est professionnelle, et elle est également, je veux dire, dans l'affection de chacun, quoi. En gros, une entreprise normale pour un avenir normal, ce que vous disiez en préparant. On va s'arrêter là avec vous pour l'instant, mais préparez, j'espère, affûter vos questions, ou en tout cas vos réactions, juste après ces premiers échanges. On revient vers vous. Et je me tourne vers vous, monsieur Moustapha Salali. Merci bien d'avoir pris le micro. Alors là, cette fois, c'est du côté salarié, en fait. On va raconter un peu votre histoire. Ça ne vous dérange pas qu'on raconte votre vie depuis quelques années? Alors vous êtes usager de l'ESAT de Rivry et bientôt embauché chez Acapella à Amiens. Mais avant d'en arriver là, vous êtes passé par différentes étapes difficiles. Racontez-nous si vous voulez bien. Difficile, ouais, bah oui. Donc en fait, pour commencer, en fait, j'ai commencé à l'ESAT de Rivry il y a 16 ans. Donc je suis rentré là-bas pour pouvoir travailler. Donc à l'ESAT, où j'ai fait plusieurs ateliers. Donc la signalétique, la numérisation de documents, du conditionnement. L'enfant en nombre et de l'accueil. Donc après avoir fait plusieurs ateliers, j'avais envie de pouvoir faire l'accueil physique, l'accueil téléphonique. Parallèle, voilà, donc en fait après, j'avais envie de ne pas pouvoir rester à l'ESAT et aller
jusqu'au bout à l'ESAT. C'est vraiment une envie de ma part de pouvoir de sortir du milieu protégé et de pouvoir travailler dans le milieu ordinaire. Donc voilà, donc après j'ai fait plusieurs mises à disposition à l'école, dans une école à Éziers, à l'école d'ingénieurs. Et après j'ai fait a cappella, donc pendant 2 mois. Et ça m'a plu parce que même si l'accueil physique, téléphonique, c'est pas la même chose que comme téléconseiller, parce que on a vraiment un autre public. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir faire autre chose, quoi. Voilà, donc l'accueil physique, téléphonique, c'est vraiment une vocation. Vous aimez ce métier. Après avoir passé quelques années dans différents secteurs moins valorisants, intéressants pour vous. Je rappelle que vous avez 36 ans, vous êtes amiénois, vous avez trouvé votre voie, donc. Oui, j'avais vraiment envie de continuer dans le métier de téléconseiller, où je me sentais mieux. Qu'est-ce qui vous plaît, justement ? De pouvoir. Je ne sais pas, c'est de pouvoir. Rencontrer les gens. Voilà, c'est vraiment de rencontrer les gens, voilà. Je me sens mieux. Je travaille mieux avec ma langue qu'avec mes bras, on va dire ça comme ça. C'est très bien, c'est très encourageant. Alors justement, est-ce que vous avez senti au fur et à mesure de ces années un encouragement, un accompagnement, un soutien, et de qui ? Oui. Donc ça s'est pas fait comme ça parce que voilà, au début, c'était pas gagné. Donc on a travaillé, enfin l'ESAT a travaillé justement par rapport à plusieurs thèmes. Donc c'est de savoir pouvoir s'exprimer, même si j'ai une facilité de parler. En entretien, c'est pas la même chose. On a des patrons ici, donc en entretien, c'était pas gagné. Savoir aussi de l'écriture, parce que on va dire que je fais beaucoup de fautes d'orthographe, on va dire ça comme ça. Comme beaucoup de monde. Donc voilà, c'est vraiment, il y a un travail qui est fait, justement. On n'envoie pas une personne, comme je dis en mise à disposition, on n'envoie pas une personne comme ça sans un travail au début. C'est pouvoir, comme je me répète, mais pouvoir s'exprimer, pouvoir se tenir, c'est l'image de soi, l'image de vraiment l'ensemble qui a fait que on n'y va pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Alors vous commencez quand chez a cappella ? Très bonne question. J'ai pas encore de date, donc je suis en attente. S'ils sont là. Ça ne saurait tarder, c'est sûr. Voilà. Donc non, mais actuellement j'ai pas encore de date. On est en attente de pouvoir de commencer. Donc j'ai fait les entretiens, j'ai fait les tests, j'ai tout fait. Donc là j'attends la date. Voilà. C'est pour bientôt. Pour vous, l'inclusion, c'est quoi ? Vous avez, je crois, une belle définition. Pour moi, l'inclusion, je le dis assez souvent, il y a 3 choses. Il y a la structure qui veut bien faire de l'inclusion. Il y a la société, enfin pour moi, pour mon cas, je parle d'A Cappella, qui veulent bien accueillir des personnes en situation de handicap. Et l'usager, comme moi, qui veulent bien aller... l'usager, certes, c'est le principal des 3, mais s'il n'y a pas s'il n'y a pas les 3 facteurs, s'il n'y en a pas un qui veut, c'est difficile de faire. Donc pour moi, c'est le triptyque. Voilà, c'est vraiment les trois. La société, enfin, les usagers, les entreprises et l'encadrement, pour que ça marche. Et Tout à fait. Et ça va marcher. Vous voulez ajouter quelque chose à ce témoignage ? Allez-y. Je voulais dire qu'il ne faut pas se stresser sur les fautes d'orthographe. Moi, j'ai été, pendant toute ma scolarité, c'était faire chaud, Crouni, c'était mon copain, et c'était à chaque fois faire chaud, Crouni, 0. Donc, on avait toujours 0 en dictée. Et heureusement, avec le vérificateur d'orthographe, là, ça m'a bien aidé maintenant. Donc, on peut y arriver, mais avec les fautes d'orthographe. Exactement. J'utilise beaucoup les vérificateurs. Merci, Mustapha. Je me tourne vers vous deux. Si, vous allez parler. Jean-Pierre et Michel Fofana. Alors, c'est Jean-Pierre Cusage. Tous les deux, vous travaillez chez Intersport à Glizy. Alors, vous êtes... on commence par Michel. Vous êtes le chef du département textile de chez Intersport Glizy. Pourquoi avoir accepté cette invitation ? Pourquoi êtes-vous là ? Parce qu'on aime bien Yacina, on aime bien répondre aux invitations de face, on travaille souvent ensemble. Et c'était important de témoigner parce que aujourd'hui,
Jean-Pierre va faire son timide, mais je pense que ça va aller d'ici quelques minutes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a eu un parcours pas forcément évident, mais c'est un jeune qui est vraiment motivé, qui nous a montré de belles choses, et sans avoir forcément d'expérience dans le commerce, il nous a vraiment montré qu'il était capable de travailler consciencieusement. C'est certainement l'employé le plus motivé du magasin. Donc je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui sont motivés, qu'on ne cherche pas forcément des savoir-être, mais plutôt des savoir-faire. Dans le cas de Jean-Pierre, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui veut travailler. Et bon, c'est aussi pour donner un petit coup de pouce et le mettre sous le feu des projecteurs, montrer que c'est quelqu'un de bien. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Depuis quand chez Intersport? Ça va faire 1 an là dans quelques jours. C'est le hasard d'arriver chez Intersport? Comment ça se passe? Le hasard, non. Je dirais qu'on a fait en sorte d'en arriver là. C'est-à-dire que j'ai intégré FAS en fait. Et on sait que FAS ont certaines relations, donc j'ai joué un peu sur ça, on a joué un peu sur ça. Donc j'ai commencé par faire un stage d'1 mois. Donc au bout du stage d'1 mois, ils m'ont proposé un CDD de 3 mois. Donc pour moi, c'était déjà pas mal. Donc ensuite, au bout du CDD de 3 mois, on m'a proposé un CDI, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est dû à quoi, à votre avis? Donc on parle de motivation, mais il ne faut pas que ça. Je pense qu'il y a eu de la motivation, il y a eu de la chance. Je pense que c'est plusieurs facteurs qui sont rentrés en même temps au bon moment. C'est une question de timing, je pense. Au moment où je suis arrivé, il y a une personne qui a décidé de partir. Oui, aussi. Donc ils ont pensé tout de suite à moi et voilà. Et justement, Michel Fofana, vous parliez, qu'est-ce qui a créé cette motivation de votre point de vue? Qu'avez-vous, vous, mis en place pour mettre à l'aise Jean-Pierre? Alors en arrivant, il était épaulé par un de nos vendeurs sur le rayon jeanerie. Donc il a travaillé en binôme avec un vendeur qui était plus confirmé. Et rapidement, on a vu qu'il comprenait tout de suite ce qu'on lui disait. Donc c'est vrai qu'il était bien accompagné sur le terrain. On lui a expliqué les différentes étapes du processus de vente. On lui a expliqué ce qu'on attendait d'un vendeur. Donc c'est vrai qu'on a été assez attentif à ce niveau-là. Et le stage lui a permis de découvrir le métier de la vente. Il a vu toutes les facettes du métier de vendeur parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un vendeur chez Intersport ne fait pas que vendre. Ils ont beaucoup de tâches à réaliser, des tâches qui sont plus ou moins compliquées. Il faut avoir un rythme de travail assez élevé. Donc il a découvert tout ça. Mais moi, je pense que le facteur principal, c'est pas la chance, c'est lui qui a décroché son emploi. Des stagiaires, on en a eu avant lui, on en a toujours régulièrement. Et ce qui fait la différence, c'est vraiment la motivation, c'est l'envie de travailler. Et ça, c'est pas moi qui lui ai donné, c'est pas Intersport, c'est quelqu'un qui voulait vraiment s'en sortir. Et ce profil est intéressant pour vous chez Intersport? Alors, moi, personnellement, je m'attache plus justement au savoir-être qu'au savoir-faire. Un vendeur doit préparer les articles pour mettre en rayon, doit vendre, doit tenir son rayon correctement. Ça, ce sont des choses que tout le monde est capable de faire quasiment. N'importe qui peut apprendre à le faire. Par contre, être honnête, avoir envie de travailler, être souriant, être agréable, ça, ce sont des choses que nous, on ne peut pas inculquer aux personnes que l'on a en face de nous. Donc, nous, on peut accompagner sur le savoir-faire, le savoir-être, il faut qu'il soit là à la base. Jean-Pierre, dernière question. Vous pensez aller loin chez Intersport, faire carrière? Je vais prendre sa place. Voilà. Très bien. Voilà, en plus de l'ambition. C'est parfait. Non, j'espère. Moi, mon souhait, c'est de rester dans la société. Donc, on sait que c'est pas un métier où on est forcément tout de suite payé au top, quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est bien pour commencer. J'envisage aussi par la suite d'être, pourquoi pas, au même poste que Michel. Bien sûr. S'il y a une place qui se libère, que ce soit ici ou dans un autre magasin du groupe. Et par rapport à ça, c'est vrai que j'ai trois supérieurs qui m'aident vraiment au quotidien. Que ce soit Michel, j'ai une supérieure qui s'appelle Sarah, et le directeur qui s'appelle Yohan, qui vont vraiment en sorte de m'aider à progresser. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est bien, mais il y a toujours le petit mais. Donc moi, ça m'aide à élever le niveau, en fait. Et aussi, c'est des choses bêtes, mais les 6 jorés, je peux plus le dire. Ah. Les 6 n'aiment pas les ré, j'étais pas forcément au courant. Donc, il y a aussi le fameux, je suis désolé, mais le wesh. Celui-là, j'ai eu un peu de mal.
Donc ça, ils m'aident vraiment à parler, ils m'aident à devenir un homme, en fait, tout simplement. Waouh. En plus, Voilà. vous êtes reconnaissant. Et dire qu'on Ah a oui. failli rater votre témoignage, ça aurait été dramatique. Vous parlez en plus très bien. Apparemment mieux. visiblement. J'essaie. Parfait. Je vous remercie tous les deux. Alors, on est samedi, je crois que chez Intersport, il fait assez beau dehors, donc tout le monde doit être au magasin. On vous Oui. libère. Et une OP t-shirt, si vous voulez venir. Il y a une opération Elle est t-shirt pas mal. Elle en est pas plus. mal. Commerçant. Parfait. À bientôt. Tiens, je tiens quand même à remercier FAS, en fait, parce que je sais qu'ils sont dans une situation assez délicate. Donc je souhaite vraiment beaucoup de courage à FAS et merci beaucoup pour ce que vous m'avez apporté. Juste pour terminer, effectivement, un grand merci à FAS. C'est grâce à eux qu'on a pu recruter Jean-Pierre. Ils font vraiment un boulot formidable qui n'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, de voir quelqu'un qui réussit comme Jean-Pierre, c'est vraiment agréable pour nous. En tant que manager, je pense que c'est ce qu'on retiendra de notre métier quand on arrêtera. Et je lui passerai le flambeau avec plaisir. Donc voilà, il faut vraiment qu'il a conscience qu'il peut aller loin et je lui souhaite de réussir. Bonne journée à tous et merci pour tout. Merci de votre enthousiasme. Bon après-midi, au revoir. Nous nous tournons vers vous, messieurs, Vincent Boucher et Christophe Voinchet et Vincent Boucher. Alors, je vais vous demander de nous expliquer chacun ce que vous faites, l'un après l'autre. On commence par vous, monsieur Boucher, votre métier déjà. Voilà, bonjour, donc Vincent Boucher, je suis à l'Agence régionale de santé de Picardie. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte, l'Agence régionale de santé de Picardie est là pour promouvoir la bonne santé des Picards. C'est la prévention, la promotion de la santé, la sécurité sanitaire et c'est également l'accompagnement dans tout ce qui est médico-social. Alors moi, je suis référent diversité et correspondant handicap au sein de la direction des ressources humaines de l'agence régionale. Voilà, nous venons de parler jusqu'à présent de l'inclusion dans le monde de l'entreprise. Mais qu'en est-il dans le domaine de la fonction publique ? On va le savoir avec vous, monsieur Boucher, pour commencer. Voilà, donc une particularité également, l'agence régionale de santé, effectivement, c'est 80% de fonctionnaires, mais c'est également 20% d'agents de droit public. Donc l'agence régionale de santé est labellisée diversité depuis l'été dernier. Alors le label diversité nous engage en termes de ressources humaines sur une transparence, une équité, notamment sur les recrutements et le suivi des carrières de nos agents. On a également tout un volet sur le handicap. J'y attache beaucoup d'importance. C'est pourquoi je vous ai précisé que j'étais également correspondant handicap, parce que bon, la place des personnes en situation de handicap dans la diversité, c'est hyper important. Voilà. Et de votre côté, monsieur Voinchet, alors le label diversité n'est pas exactement le même. Expliquez-nous les différences entre ces labels. Je vais répondre pour nous deux. Donc moi, je suis conseiller technique à la direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale, donc qui est un échelon régional des ministères sociaux. Comme son nom l'indique, elle pilote les politiques publiques en matière d'éducation populaire, jeunesse et sport, et puis les compétences de l'État en matière de cohésion sociale. Dans la sphère ressources humaines, je suis identifié comme le référent diversité, donc l'homologue de Vincent pour l'ARS, qui est également une représentation régionale des ministères sociaux et de la santé. Et j'ai oublié votre question. Alors justement, deux labels, y a-t-il deux labels ? Voilà, et donc il y a un label diversité donc, qui est délivré par l'AFNOR, qui est un organisme spécialisé dans ce domaine, et qui est un label qui a été donné aux ministères sociaux, et que par conséquent on doit décliner sur le plan régional, et l'ARS a son propre label en propre, qui est le même, sauf que l'ARS... Voilà. Donc le fait d'avoir le label en propre nous oblige à déployer toute une politique un peu plus dans le détail par rapport à Christophe qui subit la parole du ministère, voilà, la mise en place. Nous avons notre plan. D'ailleurs, je vous ai communiqué notre accord local. Alors, qu'y a-t-il dedans, concrètement ? Et comment vous le faites vivre, surtout ? Voilà, donc l'accord local qui a été négocié avec les partenaires sociaux et la direction. Alors, notamment sur le recrutement. Alors, on s'engage à avoir un recrutement complètement transparent. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on offre des postes. Ces postes, on les cote. On va prendre l'exemple d'un comptable.
Quand on reçoit des CV, des lettres de motivation, on a une grille d'analyse. La grille d'analyse, bien entendu, c'est l'anonymat. Pas d'histoire de nom, pas d'histoire d'habitation, tel quartier, ce genre de choses, pas d'âge, pas d'origine. Et on a une cotation pour un comptable dans le CV. Bon, on va voir s'il y a un diplôme de comptabilité, s'il y a des expériences de comptabilité, essayer de définir un profil. On donne un certain nombre de points. Les candidats qui sont arrivés en tête en termes de score sont reçus en entretien. Là, à nouveau, des grilles d'analyse. L'entretien est mené par le responsable du recrutement, en présence du chef de service concerné, du directeur concerné. Donc, ce petit quota de personnes sont formées à la diversité. Pourquoi? C'est les bonnes pratiques. Attention de ne pas discriminer. On est toujours avec cette question de discrimination potentielle. Donc, on forme notre jury de recrutement. Et il y a également cette grille d'analyse qui est mise en place. Et on essaye d'être le plus transparent possible et on trace toutes les décisions qui sont prises. À la fin de l'entretien, le candidat, on lui remet un questionnaire qui peut nous renvoyer 1 mois, 2 mois après, parce que bon, on sait bien qu'il n'y a pas à nous le renvoyer de suite, il y a toujours espoir d'être recruté très rapidement, donc on lui laisse le temps. Et en fonction des observations, on améliore notre processus. Donc c'est vraiment une grande transparence. On trace tout, c'est très lourd. Vous avez même mis en place une cellule spéciale réclamation. Oui. Il y en a? Bien entendu. Alors, on est bien d'accord, c'est pas le fait d'avoir un label qui nous exempte de toute situation difficile, mais ce label nous oblige justement à traiter toutes les situations difficiles. Ça nous oblige également à avoir des bonnes pratiques, à être conscient de nos représentations des stéréotypes, des choses comme ça. Donc, essayer vraiment d'avoir un maximum des bonnes pratiques. Alors ça passe par des formations, des choses comme ça, mais on a également mis en place une cellule de traitement des réclamations, des discriminations supposées. Voilà, sachant que c'est en place depuis le mois d'octobre, et effectivement, on est saisi. Voilà. Alors la composition de cette cellule, pour vous expliquer aussi la démarche de la direction, c'est une cellule en interne, mais on est complètement indépendant. Donc dans cette cellule, on retrouve un représentant du personnel. Chez nous, c'est un médecin inspecteur. On retrouve également une inspectrice qui est référente bientraitance. Sa mission, c'est un peu d'aller dans tous les établissements médico-sociaux, faire des inspections, des choses comme ça. Donc elle a une qualification particulière. Et je suis également présent dans la cellule. Et Christophe qui intervient en tant que conseiller technique s'il y a lieu. Voilà. Pouvez-vous compléter justement, Christophe, votre participation? Alors pour que vous puissiez comprendre, en fait, il faut savoir que mon métier c'est assistant social et indépendamment de la fonction de référent diversité, je m'occupe du service social du travail pour l'ensemble des services qui relèvent des ministères sociaux sur le plan régional. Donc je travaille pour l'ARS également. Et à ce titre-là, pour des raisons déontologiques et philosophiques, je devais prendre de la distance par rapport à cette cellule. Mais en même temps, mon regard pouvait être intéressant. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens en plus, en parallèle, pour contribuer au traitement des situations qui pourraient relever de ma compétence en tant que service social. Et alors, pour conclure, avant de passer aux questions avec la salle, ce label, c'est pas un document en plus Non. Enfin, on essaye de le faire vivre très concrètement. Peut-être devrais-je rappeler à l'attention des personnes présentes dans la salle que la lutte contre les discriminations, c'est très, très concret. Alors, il y a le côté promotion de la diversité que tout le monde connaît, mais il y a également la lutte contre les discriminations, qui sont donc la lutte contre les discriminations fondées sur des critères prohibés par la loi, comme par exemple l'appartenance à une religion ou à une provenance nationale ou une orientation sexuelle. C'est assez d'actualité. Donc c'est très concret. On travaille concrètement sur les comportements des gens. Alors on n'y arrive pas forcément parce que là c'est une démarche qui commence. Et puis les mentalités, la discrimination qu'on peut exercer n'est pas forcément malveillante, ça peut être inconscient. Donc voilà, c'est tous les processus, tout l'ensemble des processus liés aux ressources humaines qui sont concernés. Vincent, tu veux dire? Vincent Boucher, compléter. Voilà, je voulais dire qu'en tant que référent diversité, nous sommes des moustiques, quoi. On est là pour rappeler les bonnes pratiques, parce que forcément tout le monde a des bonnes pratiques, ça découle de source, mais on est là pour dire, t'es sûr, tu as bien compris, tu feras bien attention dans ton recrutement, je sais que tu n'aimes pas une catégorie de personnes, tu sais que c'est interdit, que c'est pas bien,
mets-le sur un post-it devant toi pour te rappeler que c'est pas bien, et puis l'oublier dans ton entretien, et ainsi de suite. Donc on est vraiment des empêcheurs de tourner en rond, il ne faut pas se voiler la face, mais il faut qu'on en parle. Cette discrimination, c'est beaucoup de tabous. On sait bien que quand on recrute une personne en situation de handicap, non, il n'y a pas de problème, tout le monde veut bien, mais tout ça, c'est du tabou, donc il faut en parler, et c'est important que ça devienne quelque chose de logique pour tout le monde. Et là, je profite de mon temps de parole pour dire qu'on a également des problèmes à recruter des personnes en situation de handicap. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on fait beaucoup de cadres, on n'arrive pas à recruter des cadres, sachant que l'ensemble de nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. On ne dit pas, on a ciblé un poste, on va faire un recrutement de personnes handicapées. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les postes, il n'y a aucun souci. On travaille sur la compétence, le handicap. On va traiter, il y a des solutions, il y a du maintien dans l'emploi, il y a de l'accompagnement, il y a plein d'associations, il y a plein de choses. Ça ne nous pose pas de soucis. On est vraiment sur de la compétence et on cherche. Et on s'est rendu compte que pour notamment des postes de cadre et tout, voilà, c'est compliqué. Voilà. Merci à tous les deux. Est-ce que du côté de messieurs les dirigeants d'entreprise, vous trouvez que la fonction publique joue le jeu Est-ce que vous avez un avis sur cette démarche? Moi, en tant qu'entrepreneur autodidacte, c'est vrai que ça, on a les idées reçues là, parce que on a entendu c'est lourd, c'est de la paperasse, c'est machin. Bon, nous, on est sur une autre planète, je dirais. Nous, en tant que déjà entreprise d'insertion, c'est en nous. Mais même en tant qu'entreprise, petite entreprise, qu'est-ce qu'on recherche, nous? On recherche des gens qui puissent s'intégrer dans nos équipes. Je parlais du foot tout à l'heure, c'est le même principe. Et pourquoi? Pour avoir une efficacité. Parce que nous, on est des équipes, les PME, des petites équipes où on doit être très efficace. Donc on recherche des gens qui doivent s'intégrer. Alors, qu'ils soient noirs, bleus, blancs, en poussette, pas en poussette, etc. C'est pas ça. Moi, je me rappelle, j'avais 2 candidats. Il y en a un qui s'appelait François Leroy, costard, cravate, tout bien. Puis l'autre, il s'appelait Mohamed. Et en plus, il est venu avec une djellaba, un truc sur la tête et une barbichette. Alors j'avais dit à mon manager, je dis mince, maintenant on va recruter des talibans. On l'a pris, et puis, mais j'avais vu qu'il était très souriant. Le sourire, c'est important. Et on l'a pris, et l'autre, là, le François Leroy, on l'a rapidement arrêté parce que c'était une catastrophe. Et puis Mohamed, on l'a pris, on l'a intégré, et ça a été un super élément. Et puis même, bon, ça c'est autre chose, au bout de 2 ans, il a même pratiquement abandonné ses uniformes là, qui n'étaient pas bon. Voilà, il est reparti dans le, je vais dire, dans un uniforme plus courant, quoi. Et il a monté les échelons et il est devenu manager de notre entreprise. Voilà. Donc tout ça pour dire que notre critère, nous, c'est l'efficacité, et je crois beaucoup au sourire, à la motivation. On en parlait, là on avait un exemple concret de quelqu'un qui était motivé, souriant, et puis après d'avoir un minimum de respect ou d'acquisition de savoir-faire. Avec ça, tout le monde peut être employable. Parfait. Un complément, vous voulez dire 2 mots avant de... Juste en restant sur la thématique, c'est vrai que de l'intégration dans le monde du travail, service public, Antoine le citait, nos publics sont très éloignés de l'emploi, généralement pas du tout qualifiés. Et effectivement, il y a un mot qui est rentré tout à l'heure, c'est un niveau de compétence équivalent. Et on sait bien que devant rendre service à tout public, ça nécessite un certain niveau, une certaine compétence, des certaines aptitudes. Nous sommes des structures qui amenons à avoir un savoir-être, à avoir un savoir-faire. Maintenant, c'est vrai que faire de l'insertion par l'activité économique telle qu'on le réalise dans nos entreprises, ou celle que fait Xavier, malheureusement, ça ne donnera jamais le bac à quelqu'un qui a arrêté l'école de toute façon à 14 ans, de façon à pouvoir postuler sur un poste de l'administration publique. Donc, on sait travailler d'autres choses pour résorber des difficultés d'accès à l'emploi, mais en tout cas, celle-ci, on n'y arrive pas. D'accord. Peut-être M. Capron, un dernier mot. Alors,
Avez-vous vous-même des questions, des commentaires? Alors, prenez la parole, les micros vont circuler. Ici au deuxième... Alors, allez-y d'abord, et après à vous, monsieur. Ouais, excusez-moi. Écoute, je vais attraper M. Boichet. Nous, on parle d'inclusion sociale. Vous avez parlé de cohésion sociale. Et vous avez dit que parmi vos compétences, il y avait l'éducation populaire. Et pour nous, pour moi, au moins, l'éducation populaire est un vecteur de citoyenneté et d'entrée dans la société. Quels sont les dispositifs dont vous disposez pour pouvoir faire ce lien entre un monde un peu éloigné de la citoyenneté et la citoyenneté? Merci. Vous pouvez répondre? Non. Merci, monsieur Boichet. Rebonjour, monsieur. Malheureusement, je ne peux difficilement répondre à votre question, puisque si je travaille dans ce périmètre-là, je n'en suis pas du tout... le monde de la jeunesse n'est pas du tout de ma compétence. Donc je ne peux pas répondre à votre question. En tout cas, je ne peux pas représenter la direction régionale sur ce point. Auriez-vous entendu parler de quelque chose dans les couloirs? À ma connaissance, non. Mais j'ai les oreilles parfois qui ne sont pas forcément bien placées. Je vous remercie. Dans tous les couloirs. Merci beaucoup. La question, cette fois de monsieur devant, on va lui communiquer un micro. Ou levez-vous, si vous voulez bien, pour vous présenter. Oui, je suis content de m'adresser à des gens qui ont des difficultés pour recruter. Et je voudrais leur dire que j'ai mis au point un diaporama pour les chefs d'entreprise et que j'ai eu l'occasion de présenter devant des chefs d'entreprise pour leur faire passer le message suivant. Leur dire, embauchez des dyslexiques, vous ferez une pierre deux coups. Premièrement, vous remplirez votre quota obligatoire de personnes handicapées, votre 6% de personnes handicapées. Deuxièmement, vous embaucherez des gens avec un cerveau droit qui marche bien et même souvent très bien. Donc, il y a quelques métiers qui ne peuvent pas faire. Secrétaire de direction, non, parce qu'ils font des fautes d'orthographe. Comptable, non plus, parce qu'ils vont inverser certains chiffres. Par contre, ils vont être très, 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 très bons pour certains métiers, comme l'informatique, comme le recrutement, comme vendeur, comme chef des ventes. Ils ont beaucoup de qualités. Et bien sûr, je tiens ce diaporama à votre disposition. Il suffit de me donner une adresse mail et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Merci à vous pour eux. On va vous fournir notre adresse mail. Moi, je suis intéressé. Je suis persuadé que dans mes 4000 collaborateurs, il y a des dyslexiques. Arithmétiquement, il y a forcément un certain nombre de personnes qui ont un certain nombre de handicaps. C'est pas, pour rebondir sur les 6% de travailleurs handicapés, c'est vrai qu'on a des difficultés aujourd'hui à recruter des travailleurs handicapés pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça a l'air surprenant. Il n'y en a pas beaucoup qui sont chercheurs d'emploi. Et ceux, par contre, qui le sont très motivés. Et par expérience, pour avoir embauché autour de moi et dans l'encadrement et dans l'administratif de mon entreprise du personnel handicapé, on s'aperçoit que ces personnes ont un niveau de motivation, et on rejoint un peu, je rebondis un peu sur ce que disait Antoine avec la jeune personne qui était là tout à l'heure. C'est des gens qui vont se défoncer au travail et qui sont beaucoup plus matures sur un certain nombre de points, qui ont beaucoup plus de recul sur un certain nombre de choses et qui vont être force de proposition dans l'entreprise. Voilà. Merci. Allez-y, monsieur Tétert, on va vous donner le micro. Levez-vous qu'on voit où vous êtes. Bien, deux petits points simplement pour préciser. J'étais très heureux d'entendre les interventions de monsieur le chef d'entreprise. Donc, pour parler un petit peu, ce matin, on a parlé des unités localisées pour l'inclusion scolaire, donc qui sont des dispositifs qui viennent en appui à la scolarisation des élèves handicapés. Et nous avons des dispositifs dans les lycées professionnels pour les enfants les jeunes qui ont des troubles des fonctions cognitives, dans lesquels on va retrouver notamment les dyslexiques. Et pour ces élèves,
certains d'entre eux donc s'orientent vers un CAP MHL, donc maîtrise hygiène des locaux, et aussi cuisine bien sûr. Et la difficulté ensuite qu'on nous fait remonter, c'est la difficulté à trouver l'emploi derrière. Donc je pense qu'il y aurait nécessité de mettre en relation, et il y a Cap Emploi qui a cette mission au niveau de Pôle Emploi. Et on a travaillé pas mal avec eux, mais je crois qu'effectivement il y a des jeunes, donc vous en cherchez. Et je pense qu'on a tout intérêt justement à conjuguer nos efforts pour mettre en relation ces jeunes et l'entreprise. Et simplement une autre remarque aussi par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Faradèche. Donc un jeune qui travaille chez vous pourra obtenir un baccalauréat, ne serait-ce que par la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Et donc c'est quand même une marche importante, parce qu'on a maintenant des dispositifs de formation tout au long de la vie qui font que certains obtiendront le diplôme après avoir acquis l'expérience professionnelle. Et ça, ce sont des dispositifs aussi qui existent et auxquels il faut avoir recours. Alors tout à l'heure je disais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là. Bon, dans un premier temps, c'est surtout d'un point de vue diplôme lié à l'intégration au service public et généralement autre que le baccalauréat. Et parce que quelquefois on a des parcours qui sont trop courts, c'est-à-dire que nous on n'a pas le temps de les suivre. Antoine le disait tout à l'heure, c'est vrai que les parcours d'accompagnement dans l'insertion professionnelle durent au maximum 24 mois. Maintenant, un grand nombre de nos collaborateurs quelquefois quittent déjà les régions pour faire un rapprochement familial ou autre au bout de 12 mois. Et un parcours de validation, effectivement, des acquis par un diplôme et diplômant, prend beaucoup plus de temps que ça, quoi. Donc on n'a pas le temps. Mais il faut l'inscrire après dans cette perspective. Alors, pour le rapprochement entre l'école, les jeunes et les entreprises, moi j'ai eu un parcours personnel d'étudiant assez long et épisodique, et j'ai fait une troisième année complémentaire en propreté industrielle qui à l'époque s'appelait FCPI au lycée Édouard Branly à Amiens, et à côté nos enseignants étaient des enseignants de CAP, MHL ou de BEP, je ne sais plus quoi, bio-nettoyage, quelque chose comme ça à l'époque, ça date, et on avait quand même un problème de discours, c'est-à-dire que les enseignants communiquaient auprès des jeunes en leur disant, enfin je ne vais pas être très gentil encore une fois, et puis après on va parler de Cap Emploi, je vais continuer sur ma lancée, disaient aux jeunes, allez plutôt dans la fonction publique, c'est beaucoup plus simple que dans le monde de l'entreprise, à l'époque. Ça a peut-être évolué depuis ce temps-là. J'espère. Mais, et on a énormément, on est demandeurs, on est toujours demandeurs dans les entreprises d'avoir des gens qualifiés. Et on est donc demandeurs de ça. Donc il n'y a aucun problème pour accueillir en stage et à l'embauche, surtout c'est à l'embauche qui nous intéresse, nous les stagiaires c'est pas trop notre truc, mais surtout à l'embauche des jeunes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, s'il y a des gens de Cap Emploi là dans la salle, donc je ne vais pas trop en parler, mais on a des difficultés à recruter au travers des Cap Emploi aujourd'hui, parce que je sais, peut-être un problème de communication, sûrement un problème de communication de notre part. On a des difficultés à faire le lien avec les Cap Emploi, et il faut réellement se battre quand on a un poste de disponible. Il faut réellement se battre avec le Cap Emploi local, parce que je travaille sur plusieurs régions de France. On a quand même des difficultés. On a l'impression qu'ils ont des quotas, et que quand ils ont atteint leur quota, c'est-à-dire qu'à partir de septembre-octobre, vous ne pouvez plus embaucher de travailleurs handicapés, ils ont dû atteindre leur quota. Mais franchement, quand vous en demandez, vous avez des postes disponibles, vous passez par Cap Emploi en début d'année, ça va, en fin d'année, ça ne va plus, ils n'en ont plus, ça ne va pas, ça touille. Donc bon, si il y en a qui sont en relation avec eux, je vous invite à leur laisser passer le message, à leur donner mon nom. Je vais à leur disposition pour les rencontrer. Et la troisième chose, je ne sais plus. Merci. Vous voulez apporter un commentaire? Vous vouliez intervenir? Marie-Laure Souplet. Donc, Marie-Laure Souplet, je suis intervenue ce matin sur la scolarisation. Donc, c'était juste pour en fait approfondir ce problème d'emploi, dans la mesure où moi, je fais de la formation. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je fais de la formation en faveur des personnes handicapées pouvant souffrir d'illettrisme, voire d'analphabétisme. Et c'est vrai que malheureusement, on sait qu'il y aurait en fait qu'environ 19% de personnes handicapées qui auraient un niveau baccalauréat, ce qui pose en effet beaucoup de problèmes de recrutement, notamment lorsqu'il y a besoin d'un niveau cadre.
et très peu sont bilingues, alors que malheureusement maintenant beaucoup d'entreprises demandent à être bilingues. Et c'est vrai que j'ai envie de dire qu'il faut vraiment qu'au niveau des études supérieures, en fait, il y ait de plus en plus de développement de formation pour que les personnes handicapées puissent y accéder. Et sachant que aussi, et c'est pas négligeable, lorsqu'on est atteint de certains types de handicap, il y a le problème d'accessibilité, mais il y a aussi le problème des études qui peuvent être plus lourdes dans la mesure où, par exemple, moi en tant que non-voyante, j'ai fait quand même un master notamment en ressources humaines. Ça veut quand même dire qu'on travaille souvent davantage et bien davantage parce que ne serait-ce que pour se faire, que pour pouvoir avoir accès aux documents. Et c'est vrai que certains, du fait de cette croissance en travail, peuvent être très vite découragés. Donc c'est vrai qu'il est important de mettre en place un certain nombre de dispositifs par l'intermédiaire des formations pour enfin pouvoir parler de l'emploi en tant que tel. Merci Marie-Laure Souplet. Derrière vous, Véronique Luce, au micro. Oui, juste pour préciser que le taux de chômage chez les personnes handicapées est quand même le double du taux de chômage chez les personnes non handicapées, dites valides. Donc c'est quand même une triste réalité. Alors il est clair, Marie-Laure l'a rappelé là, qu'il y a un problème de formation. Il est évident qu'on retrouve aussi plus de gens à qualification basse chez les publics à besoins spécifiques, chez les personnes en situation de handicap. Je pense que grâce à la loi 2005 et grâce aux efforts qui sont entrepris à la fois par l'Éducation nationale mais aussi par les organismes de formation continue, on va petit à petit réduire ces différences et donc avoir aussi sur le marché de l'emploi des gens qui vont être qualifiés, qui vont être en situation de handicap mais qualifiés. Mais si je voulais intervenir là, c'est surtout pour vous dire aussi qu'il est important, vous avez tout à l'heure dit que les stages n'étaient pas très importants pour vous, mais que vous préfériez l'emploi. Je pense que les stages sont au contraire très importants parce que ça permet d'abord de démystifier un petit peu, enfin de dédramatiser la situation de handicap dans l'entreprise, même si vous avez bien conscience de par votre parcours qu'il est important de recruter des personnes en situation de handicap. Dans l'entreprise, il y a encore des craintes par rapport à ces publics. Donc le fait d'avoir des stagiaires, des gens en stage, ça permet concrètement de voir qu'ils peuvent s'adapter, qu'ils peuvent avoir toute leur utilité dans l'entreprise. Et puis pour le jeune qui est en formation, c'est la première fois aussi qu'il va mettre les pieds dans l'entreprise et qu'il va se rendre compte que c'est un univers qui lui est accessible, qui lui devient accessible. Donc je pense que c'est une première marche, une première étape, le stage, mais qu'il ne faut absolument pas la négliger. Merci. Xavier Carnin et puis Madame Dumanchy tout à l'heure. Voilà. Juste aussi par rapport au recrutement de personnes en situation de handicap, alors c'est vrai qu'on parle souvent de Pôle emploi, mais il y a beaucoup d'associations qui se créent en France ou qui sont déjà créées depuis quelques années et qui ont pour but de mettre en relation soit des étudiants en recherche de stage ou d'apprentissage, des étudiants qui sont handicapés, donc de les mettre en relation avec des entreprises handi-accueillantes, soit de mettre en relation des jeunes diplômés handicapés avec donc des entreprises qui recherchent à embaucher. Et donc ça, ce sont des associations qui s'appellent, il y a emploi.com, hanploi.com, et Arpège, Tremplin, il y a plein d'associations comme ça qui se lancent. Donc il ne faut pas hésiter à passer par eux. Je vois, il y a par exemple l'emploi, il y a Coca-Cola qui a mis beaucoup d'offres sur le site, Total, plein d'entreprises comme ça. Disney soutient bien, oui. Et autre point, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher, si vous pouvez soutenir des écoles ou des centres de formation, soutenir financièrement, parce que c'est vrai que dans l'enseignement supérieur, donc qui ne dépend plus de l'éducation nationale, privé, on n'a aucune aide pour la mise en place de missions handicap par l'État. Donc nous, on recherche du soutien financier
Donc nous, on a de la chance d'avoir Total pour 5 ans, mais les écoles recherchent des soutiens pour pouvoir permettre d'accueillir aussi des jeunes en situation de handicap. Donc voilà, c'est un appel aussi. Et en même temps, c'est aussi, nous, le partenariat qu'on a avec Total, c'est aussi un soutien dans la recherche de stage, de la recherche d'emploi. Donc ça peut rentrer dans une dynamique de ce genre-là. Et c'est vrai que... Voilà, Merci. À vous, la directrice de FAS, ça me présente. Donc, peut-être un mot pour présenter FAS, qui a été cité tout à l'heure, de belle manière par Intersport, et voilà, ils sont adorables, je les remercie. Donc, FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. FAS est un club d'entreprises, c'est-à-dire c'est des entreprises qui se sentent concernées par les questions d'exclusion, de discrimination, et qui rejoignent l'association parce que donc elles partagent ces valeurs, et je trouve que dans le cadre d'une journée sur l'inclusion, c'est quand même une bonne nouvelle de dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont animées par ces valeurs d'inclusion et par ce souci-là, et qui rejoignent l'association parce qu'elles souhaitent agir concrètement en faveur justement de l'inclusion. Alors comment est-ce qu'elles agissent ? D'une part, elles réfléchissent sur leurs propres pratiques, notamment pratiques RH, en matière de diversité, de lutte contre les discriminations. On a parlé tout à l'heure dans les processus de recrutement, dans les processus de management. Donc ça peut aller pour certaines jusqu'à l'obtention d'un label, le label diversité, le même que celui que vous avez cité, Monsieur Voinchet. Donc ça se traduit par des formations, des sensibilisations de leurs collaborateurs, de leurs managers sur ces questions-là. Ça se traduit aussi par l'engagement de ces entreprises dans des actions, notamment des actions en faveur de publics éloignés de l'emploi. Donc là, c'est vraiment typiquement le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Donc vraiment rapprocher des publics éloignés de l'emploi, soit pour des questions sociales, pour des questions d'origine, de quartier, de faible niveau de qualification ou de handicap, voilà, de travailler à ce rapprochement très, très concret, et donc favoriser l'émergence de parcours comme celui qu'on a pu découvrir tout à l'heure, voilà, qui sont des vrais parcours d'inclusion à travers l'emploi. Merci à vous. Y a-t-il une dernière question ou évocation? Oui, allez-y, par là. Bonjour, Christine Trepte, je suis la représentante de la PFLAM dans la Somme. Monsieur les dirigeants des entreprises, j'entends bien que vous avez éventuellement des problèmes de trouver des employés ou salariés en situation de handicap. Madame, de l'autre côté, disait c'était dommage qu'il y avait le double pourcentage des chômeurs en situation de handicap était double de ceux de personnes valides. Mais je pense qu'on a... ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, on n'en a pas entendu parler, et je pense que c'est un des premiers freins à l'emploi, ou pourquoi les personnes en situation de handicap n'y vont pas, c'est le minimum social. Ça veut dire que pour une personne en situation de handicap, et je sais que M. Voinchet ne va pas se prendre ça pour lui, il est à assez distance et de connaissances, mais aussi longtemps que l'État n'échange pas d'avis sur le minimum social des personnes en situation de handicap, je pense que nous allons marcher sur place. Nous n'allons pas avancer. Parce que si une personne qui a travaillé pendant un certain nombre d'années, qui a cotisé pour par exemple une prévoyance, et qui est en incapacité du travail, si elle veut retravailler, elle perd ce qu'elle a cotisé. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais, en général, quand on va les handicaps, le handicap, ça dépend, il y a des kinés, il y a des soins, c'est-à-dire c'est très difficile de retravailler à temps plein. Pour finir, la personne perdra des, entre guillemets, ce que je n'appelle même pas avantages, on dit les avantages sociaux. Pour moi, ce n'est pas un avantage social. Je suis désolée, je n'ai pas cherché d'être en fauteuil. Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, mais aussi longtemps que l'État ne change pas d'avis sur, et je pense la réforme de la H, la dernière, nous l'a montré, ça devient de plus en plus compliqué. C'est aussi longtemps que ça ne change pas. Je pense que nous avons du mal à avancer, vous, avec le meilleur de volonté que vous avez, et ça c'est indéniable, comme Cap Emploi, qui sont aussi des problèmes de leur côté, et comme toute personne en situation de handicap,
qui fait ses comptes à la fin du mois et qui dit non, je perds d'un côté 500 € et de l'autre côté je vais gagner quoi, 450, et bien je perds de l'APL, et je perds ci, et je perds ça, et je deviens imposable. Et je pense c'est là où il faut qu'on commence. Merci. Alors, on est nous dans le monde, dans l'entreprise, on a tous un pouvoir énorme, c'est son bulletin de vote. Faut bien le choisir. À notre niveau, en effet, on a des difficultés de recrutement. Des échanges qu'on peut avoir avec la salle, cette chanson-là, on l'entend, enfin je l'entends depuis des années. C'est dommage qu'en effet qu'on n'arrive pas à lier, sans parler du financement, enfin du financement de la vie de la personne, qu'on n'arrive pas à lier l'entreprise, l'éducation et le handicap d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus avenante, et qui permettrait en effet, on nous a dit qu'il y avait 2 fois plus d'handicapés aux chômeurs que le restant de la population. Nous, de notre côté, on a des difficultés pour recruter. On est même obligé de faire des audits, enfin, on est obligé d'interroger nos collaborateurs pour qu'ils se désignent, enfin, qu'ils nous annoncent qu'ils sont handicapés, parce qu'il y a tout le monde le sait, mais il y a des gens qui ont un handicap qui ne se voient pas au travail. Dans nos équipes, autour de nous, on a des gens qui ont peur de s'identifier, c'est dommage. Il faut absolument, parce qu'on peut en plus les aider. Dans les entreprises, comme vous le comprenez, qu'on a du mal à trouver du personnel handicapé, on a tendance, à ceux qu'on a, à les choyer. Hein. Donc c'est dommage aussi le discours qu'on entend quelquefois de ceux qui apportent de la main-d'œuvre dans les entreprises, où on dit aux salariés, aux futurs salariés, surtout dites pas que vous êtes handicapé. C'est une erreur énorme. Il faut absolument communiquer dessus. Et en plus, pour nous, ça va nous permettre d'intégrer beaucoup plus facilement le collaborateur qui nous aura dit quel type de handicap il a et comment on va pouvoir l'intégrer chez nous, et pas se retrouver au bout de quelques semaines en situation d'échec, parce que on se sera menti mutuellement, et on va s'apercevoir qu'on est allé trop loin, que lui va avoir du mal à avancer ou à annoncer son handicap, et on va s'en aller vers une séparation. Donc tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Le collaborateur, l'entreprise, tout le monde a perdu son temps, ça peut coûter de l'argent. Enfin, donc, c'est un message aujourd'hui aussi à faire passer, c'est pour les gens qui ont un handicap, c'est de le dire. Il y a l'évolution il y a eu une évolution ces dernières années dans les entreprises. Les salariés handicapés ne sont plus considérés ou montrés du doigt. Ils sont plutôt, majoritairement, il y a toujours des cas, des exceptions. On peut toujours montrer l'arbre qui cache la forêt. Mais globalement, dans les entreprises, les gens qui arrivent avec un souci de handicap sont d'ailleurs en général mieux intégrés que les autres personnes. Merci à tous.